Au sommaire de ce journal, ouverture à Grand-Bassam de la première édition des Assises de la sécurité touristique et des loisirs. Un rendez-vous dont l'objectif est de sensibiliser les opérateurs et les acteurs à mieux gérer et anticiper les risques de sécurité et l'hygiène dans les établissements touristiques en Côte d'Ivoire. Coopération économique Côte d'Ivoire, États-Unis d'Amérique. La représentante spéciale pour les affaires commerciales et économiques du département d'État américain rassure du soutien américain. Fonction publique, trêve sociale. L'appel de la ministre Anne-Désirée Ouloto accepté par le G8. Et puis nous irons à Aboisseau pour parler de la célébration du premier anniversaire de l'investiture de Nonon Messou Adjobia Kony Ier, roi des Soyers. Madame, Monsieur, bienvenue au journal de Business 24 Africa. Débutons cette édition avec une note de coopération économique entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique. La représentante spéciale pour les affaires commerciales et économiques du département d'État américain est en visite en Côte d'Ivoire depuis ce mercredi 5 décembre 2024. Reçue par l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, elle a animé une conférence de presse au cours de laquelle elle a abordé les points clés qui intéressent les deux pays en matière d'économie commerciale et numérique. Walter Kofi et Marie Siri. L'engagement économique et commercial des États-Unis avec la Côte d'Ivoire, les investissements du secteur privé américain en terre ivoirienne et le soutien des États-Unis à la transformation numérique du pays sont les points abordés par Sarah Mogento, représentante spéciale pour les affaires commerciales et économiques du département d'État américain. En visite en Côte d'Ivoire, elle a été reçue par Jessica Ba, ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, une visite au cours de laquelle la représentante américaine rassure sur la volonté de son pays d'apporter son soutien technique comme financier pour l'atteinte des objectifs de développement de la Côte d'Ivoire, perçus par Washington comme un État qui regorge de potentialités énormes. La Côte d'Ivoire et les États-Unis ont une gamme de domaines dans lesquels ils souhaitent apporter leur aide pour renforcer davantage le commerce, créer des emplois dans nos deux pays et vraiment aider la Côte d'Ivoire à être compétitive sur le marché mondial. Je tiens à dire que la Côte d'Ivoire est véritablement perçue comme l'une des sources les plus importantes et en pleine croissance de nouvelles solutions créatives aux plus grands défis mondiaux. Souhaitons Akwaba pour dire bienvenue à la représentante américaine, l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, a salué les efforts fournis par les deux États pour l'amélioration de leurs relations. Vous avez fait le déplacement de Washington DC pour venir ici à Abidjan pour faire les connaissances des acteurs dans plusieurs secteurs, parce que les États-Unis sont actifs dans tous les secteurs. Et soit si c'est le secteur de cacao, l'agriculture et surtout la transformation numérique. Entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, la valeur des échanges bilatéraux a atteint 1,55 milliard de dollars en 2023 et a classé les États-Unis comme le top 5 des partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ambitionne d'accroître ses échanges commerciaux avec les États-Unis d'Amérique en passant de 1 milliard de dollars à 3,5 milliards à l'horizon 2025. Et intéressons-nous au secteur du tourisme et des loisirs. Le ministre Siandou Fofana a ouvert ce mercredi 4 décembre 2024 à Grand-Bassam, dans le sud de Comoé, la première édition des Assises de la sécurité touristique et des loisirs. Ce rendez-vous a pour objectif de sensibiliser les opérateurs et les acteurs à mieux gérer et anticiper les risques de sécurité et l'hygiène dans les établissements touristiques en Côte d'Ivoire. Cette première édition s'est ouverte sous le thème « La gestion des risques dans les établissements d'accueil et d'hébergement vers une sécurité intégrée pour le secteur du tourisme et des loisirs ». Nos reporters Pierre Tebeu et Nicolas Angua reviennent sur l'ouverture de cet événement. La sécurité dans le secteur du tourisme et des loisirs
est devenu un enjeu important pour la qualité des services fournis dans les établissements. Cette première rencontre placée sous le thème « La gestion des risques dans les établissements d'accueil et d'hébergement vers une sécurité intégrée pour le secteur du tourisme et des loisirs » est initiée par la toute nouvelle direction de la sécurité touristique qui entend sensibiliser pour le renforcement de la sécurité dans les infrastructures touristiques et hôtelières en Côte d'Ivoire. Une priorité pour son directeur, Dr Soro Kassoum. C'est des instructions qui nous ont été données à l'effet d'entretenir les acteurs sur l'hygiène, la sécurité sanitaire, la sécurité incendie et la sécurité en tant que telle, c'est-à-dire la sécurité des hommes et des biens. Donc vous allez voir sur ces 2 jours des panélistes, pas des moindres, qui vont passer. La police nationale est représentée par la police scientifique qui ont développé un outil de contrôle et de surveillance, d'où Aura. Vous allez voir que le panéliste il va se prononcer dessus. Le ministre du Tourisme est conscient de la problématique et souhaite que la gestion des risques soit intégrée dans le tourisme en Côte d'Ivoire. La vulnérabilité du monde est plus que jamais de mise et l'on doit faire en sorte que nous regardons de très près comment établir une cartographie des risques des différents segments d'activité dans lesquels nous exerçons afin que l'on mette davantage le pied à l'étrier et que l'on n'attende pas que la situation soit présente afin d'avoir des éternels regrets. C'est pourquoi nous voulons appeler tous les professionnels à cette concertation et qu'à l'issue de cette concertation, l'on ait un manuel de procédure pour les différents types d'activités et que l'on s'accorde à regarder quels sont les risques inhérents à notre métier. Cette première édition des Assises de la sécurité touristique et des loisirs en Côte d'Ivoire marque une étape importante dans la professionnalisation du secteur. Plusieurs panels et échanges seront développés lors de cette édition 2024 qui refermera ses portes ce jeudi 5 décembre 2024 à Bassam. Ouvrons un chapitre santé. La 3e édition de la conférence de l'Académie africaine de chirurgie cardiaque, pédiatrique et congénitale s'est déroulée autour du thème « Chirurgie cardiaque en Afrique, défis actuels ». Cette assemblée a permis aux spécialistes de faire le bilan du secteur et des perspectives de développement des centres de chirurgie et de la coopération sud-sud en matière de chirurgie cardiaque en Afrique. Cette réunion a été couplée à la 9e édition de la conférence internationale de l'Association africaine des chirurgiens thoraciques et cardiovasculaires. Konena Nourgo. Chirurgie cardiaque en Afrique, défi actuel. C'était le thème de cette 3e conférence de l'Académie africaine de chirurgie cardiaque, pédiatrique et congénitale tenue en novembre 2024 à Abidjan. Autour de la table, les chirurgiens thoraciques de 17 pays pour mener les réflexions sur les défis de la profession. Parmi ces défis, il y a l'accès aux soins et surtout le coût des interventions chirurgicales qui se situe entre 5 et 10 millions de francs CFA. Cette réunion couplée à la 9e conférence internationale de l'Association africaine des chirurgies thoraciques et cardiovasculaires avait donc pour objectif de rechercher des solutions. Nous nous sommes rendus compte que si nous mettons en place une centrale d'achat où les pays pourront avoir les consommables, les équipements, ça va réduire de façon drastique le coût de la chirurgie cardiaque par patient. Et je dirais même que ça va réduire de plus de la moitié. Ça veut dire plus de la moitié, vous avez un peu plus de patients qui vont avoir accès à cette chirurgie. Donc il y a 2 aspects, l'accessibilité géographique et l'accessibilité financière. Et c'est pour ça que nous nous réunissons. Tous ces 17 pays africains, nous mettons nos intelligences ensemble pour proposer des solutions réalistes. Depuis que nous avons commencé la chirurgie cardiaque, on a rencontré beaucoup de défis.
Si je résume, les défis sont en termes de ressources humaines. Nos équipes ne sont pas suffisantes, surtout en qualité et en quantité, disons, pour faire face à nos nombreuses listes d'attente. L'installation de cette chirurgie et le fait d'avoir une activité quotidienne dans le domaine font qu'on est confronté à des problèmes au quotidien. Donc ces genres de rencontres nous permettent d'évoquer les problématiques et ensemble de trouver des solutions. Placé sous la présidence du ministre ivoirien de la Santé, représenté à l'occasion par son directeur de cabinet adjoint, ces assises des chirurgiens ont également permis de faire le bilan du secteur et des perspectives de développement des centres de chirurgie et de la coopération sud-sud en matière de chirurgie cardiaque en Afrique afin d'améliorer l'accès des populations aux soins. Toujours dans le secteur de la santé, des jeunes de 14 à 18 ans ont été sensibilisés sur les dangers causés par les stupéfiants et les moyens de communication afin de mieux se faire comprendre au quotidien. C'était au cours d'un atelier de développement personnel pour les adolescents initié par Christelle Dominique Abro, professionnelle en soutien psychologique. Walter Kofi et Valentin Kra. L'adolescent et ses crises se manifestant par des comportements d'opposition et excessifs, l'adolescent face au danger de la drogue et autres stupéfiants, des sujets qui ont été traités au cours d'un atelier de développement personnel pour les plus jeunes de 14 à 18 ans. Pour Christelle Dominique Abro, professionnelle en soutien psychologique famille, cet atelier permettra d'accompagner ces jeunes à mieux se comprendre, à s'intégrer dans leur quotidien et à s'orienter dans la vie. Cet atelier a été organisé à l'attention des adolescents, plus précisément, parce que j'ai le souci de la famille, le souci des adolescents. Il y a tellement de réalités, enfin les réalités qu'on voit aujourd'hui en termes de dépendance, en termes de communication, en termes d'addiction et de ce qu'on sait dans la réalité ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire même, en parlant de stupéfiants, etc., etc. Allié au fait que j'ai le souci de la famille et que clairement, quand survient la puberté, le parent ne sait plus comment communiquer avec l'enfant. Il ne sait plus quoi dire, je n'arrive plus à te saisir, je ne sais pas comment exprimer telle chose, telle chose. Alors nous, moi, Madame Abro, Dominique Christelle, Tata Dokri, cet atelier a été mis en place pour accompagner l'adolescent, pour l'emmener lui-même à comprendre ce qu'il vit et à saisir le fait que je puisse faire des choix malgré les difficultés que je vis dans ma puberté et surtout les difficultés de communication que j'ai avec mes parents. On a parlé de l'addiction à la drogue, au téléphone, à plusieurs choses et on a parlé de respect aussi. Il faut qu'on respecte nos parents et puis particulièrement ce que j'ai aimé, c'est qu'on a parlé des relations entre enfants et parents. Ce que j'ai aimé, en fait, Tata Dokri est venu nous expliquer comment il faut éviter ce genre de réactions envers les parents. Organisé par Dochery Trouvalu, cabinet de communication familiale, ces ateliers de développement pour enfants deviendront un rendez-vous fréquent où les plus jeunes auront droit au développement personnel. La prochaine rencontre est prévue pour les enfants de 9 à 13 ans. Tout autre chose à présent. La salle du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire d'Abidjan a refusé du monde à l'occasion de la cérémonie de graduation de la 10e promotion du programme dénommé PLD, Programme for Leadership Development de MDE Business School. Parents, amis et collègues des impétrants n'ont pas voulu se faire compter l'événement et ont fait le déplacement pour voir l'un de leurs recevoir les attributs de sa distinction. Au total, une soixantaine d'impétrants ont reçu leur parchemin dans une ambiance des grands jours. Pierre Tebeu et Setek ici. Ils sont 65, ces cadres et dirigeants d'entreprises qui ont tenu, malgré leur calendrier professionnel chargé, à trouver du temps pour suivre avec assiduité cette formation. 9 mois durant, ils ont bravé toutes les épreuves dans le cadre théorique et pratique du programme for Leadership Development de MDE Business School. Désormais, cette 10e promotion a entre les mains
des outils de différenciation du management et du leadership. C'est donc fort de ces atouts qu'ils ont reçu leur parchemin ce samedi 30 novembre, marquant la fin du programme. Ils s'engagent par la voix de leur porte-parole, le président de la promotion, à impacter et leur entreprise et la société. Le programme for Leadership Development de la prestigieuse MDE Business School nous a offert un cadre exceptionnel d'apprentissage et de rencontres professionnelles. Désormais enrichi de paradigmes innovants et pertinents, nous avons partagé des moments uniques au cours de la session résidentielle de Grand Bassam et surtout tissé de liens solides qui transcendent nos secteurs d'activité et les clivages culturels. Les responsables du MDE Business School ont tenu à saluer le courage, les exploits et l'abnégation des membres de cette promotion. Vous devez veiller à bien exercer les talents et à mettre en pratique les connaissances reçues dans vos milieux de vie familiale et professionnelle, afin que tous ceux qui vous verront à l'œuvre puissent nourrir l'envie et l'ambition de venir à MDE Business School. Vous avez pu changer votre présent en profitant bien du programme. Il y a des changements importants que vous-même, sans doute, vous pouvez énumérer. Mais il est toujours difficile, plus difficile de changer le présent dans votre entourage. Changer votre direction, votre service, changer la manière de travailler de votre supérieur, de votre entreprise. Je vous encourage à oser à le faire. Le PLD, Programme for Leadership Development, est l'un des programmes de MDE Business School proposé en collaboration avec la célèbre Business School IEC de Barcelone qui s'adresse aux managers ayant une expérience avérée dans les fonctions d'encadrement et qui aspirent à exercer des fonctions dans le top management des entreprises. Enseignement technique. Le foyer du lycée technique de Cocody a accueilli la cérémonie marquant la rentrée solennelle du réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines. Cet événement a vu la signature d'un accord de partenariat entre le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage avec le réseau ivoirien de gestion des ressources humaines. Objectif, mettre en lumière l'engagement des deux partenaires principaux dans la transition et l'encadrement professionnel de la gestion des ressources humaines en Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Michel Brou et Doumbia Ayouba. Le réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines et le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage ont officialisé leur alliance en faveur d'un écosystème d'encadrement plus inclusif et compétitif. Cette union s'est effectuée lors de la rentrée solennelle 2024-2025 du RIGRH, marquée par la thématique « La réforme de la formation professionnelle, un levier au service de la performance durable des entreprises ». Cette collaboration voulue par les deux partenaires a reçu le soutien du patronat ivoirien et des acteurs clés du secteur venus communier à cette occasion. Cette vision va contribuer pleinement à établir une adéquation durable entre la formation et l'emploi au profit de l'ensemble des acteurs concernés. Le réseau a décidé pour cette nouvelle mandature de démarrer sous les auspices d'une collaboration avec le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Donc nous sommes totalement disposés, nous sommes en attente de toutes les opportunités de collaboration. Ça va concerner aussi bien la gouvernance que le partage d'informations, parce que sans l'information de marché, aucune planification n'est possible. C'est vraiment de dire au réseau, au secteur productif, que le ministère compte énormément sur leur implication. Vous savez, la problématique de l'adéquation formation-emploi, je l'ai dit tout à l'heure, ça tient en deux mots. Les besoins qualitatifs et les besoins quantitatifs. Et je l'ai dit tout à l'heure, qui mieux que les gestionnaires des ressources humaines peuvent mettre ces informations à la disposition du ministère. Créé depuis 2009, le réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines est dédié à la promotion et l'encadrement des gestionnaires des ressources humaines.
Le réseau revendique plus de 600 membres directs, de gestionnaires des ressources humaines, de professionnels et directeurs provenant du secteur privé et public ivoirien. Le dialogue social franchit une nouvelle étape en Côte d'Ivoire. À l'initiative de la ministre de la fonction publique, Anne-Désiré Ouloto, le G8, membre du comité consultatif du dialogue social, a officiellement accepté de poursuivre la trêve sociale, renforçant ainsi les bases d'un climat apaisé pour les travailleurs. Aïssata Koné. Mettre la balle à terre. Permettre au comité consultatif de travailler en toute sérénité et faisons-nous confiance mutuellement et qu'elle demeure. Les mots forts du ministre d'État Anne-Désiré Ouloto de la fonction publique et de la modernisation de l'administration à cette rencontre de la 4e session du dialogue social de la fonction publique avec le G8 qui représente tous les points focaux des comités sectoriels de dialogue. Une rencontre qui s'est spécifiquement élargie à tous les syndicats des ministères. Après 4 heures d'échanges franches à la salle de conférence du Centre national des métiers scientifiques, CNMS de Cocody, la consigne d'Anne Ouloto de poursuivre l'élan du dialogue social en maintenant la paix, gage de stabilité, a été acceptée par le G8. Mais on retient que c'est le dialogue, toujours le dialogue et encore le dialogue, et c'est par le dialogue que nous allons donner vie à cette trêve sociale. Mais notre responsabilité est de faire en sorte que la trêve soit une réalité. Il n'y a aucun problème de fond, il y a peut-être des problèmes de communication. Et je voudrais vraiment déjà saluer les efforts qui ont été faits par l'ensemble des comités sectoriels. Naturellement, que vous comprenez qu'à la fin de la réunion, nous ne pouvons qu'être heureux du fait que le dialogue a été le plus large possible et que les organisations aient eu la possibilité de poser leurs préoccupations qui nous permet d'améliorer effectivement notre fiche technique sur le dialogue social. Aujourd'hui, nous avons cessé toute action de grève pour l'heure. Et donc toutes les actions de grève qui étaient en cours ont été officiellement levées. Les coûts reprennent normalement, les moyennes sont calculées et je pense que le travail a repris. Nous partons particulièrement satisfaits de tout ce qui a été dit parce qu'il faut reconnaître que le dialogue social, c'est une nouvelle expérience que nous allons commencer à vivre. La trêve sociale de 5 ans est à mi-parcours. Bientôt, de prochaines rencontres autour d'un bilan afin d'évaluer les acquis, relever les faiblesses et d'apporter des mesures correctives seront annoncées. Le syndicat national des professionnels de l'action culturelle de Côte d'Ivoire a tenu dans la commune du Plateau son assemblée générale extraordinaire. Cet événement inscrit dans l'agenda du syndicat a réuni l'ensemble des syndiqués, offrant une plateforme d'échange et de discussion sur les enjeux cruciaux auxquels font face les membres et proposer des solutions utiles à leur évolution dans l'exercice de leurs fonctions. Michel Brou et Christian Guilly. À la Bibliothèque nationale du Plateau, plus d'une centaine de syndiqués ont manifesté leur présence à la première Assemblée générale extraordinaire avec Bané Baba aux commandes du syndicat national des professionnels de l'action culturelle de Côte d'Ivoire. Au menu de cette rencontre, information, bilan moral et financier, entre autres. Les débats se sont articulés autour de plusieurs thématiques, notamment la gestion financière du syndicat, la reconnaissance des droits des travailleurs du secteur culturel, mais aussi les besoins des membres ont été passés en revue. La bonne gestion des finances et la réussite de l'organisation ont été vivement saluées par les participants. Toutefois, ils ont lancé un appel à l'endroit de tous les professionnels de la corporation à rejoindre le syndicat pour porter plus haut leurs revendications. Nous sommes en diverses professions au niveau du ministère de la Culture. Même si nous autres nous travaillons au ministère de l'Intérieur, notre métier n'est pas tout à fait connu. Et le travail qu'ils font permet de rendre visible notre métier et aussi de défendre notre cause. Nous venons de nous rendre compte que malgré les difficultés, ils font pieds et mains pour qu'au plus haut niveau, les autres autorités de ce pays tiennent compte de nos désirata. Ce que nous pouvons dire au niveau de nos camarades PAC, c'est qu'ils adhèrent au syndicat, à notre syndicat. C'est notre outil qui nous permet de
revendiquer, d'essayer de normaliser ce qui n'est pas correct et puis faire la promotion de notre métier. Le secrétaire général national est revenu sur l'objectif de cette rencontre avec les membres du SINAPACI. Il faut qu'il y ait des occasions de rencontre. Et dans le cadre syndical, il y a les assemblées générales, il y a aussi les congrès. Et donc ce sont pour nous des cadres de discussion avec nos syndiqués. Il faudrait que les informations nous soient remontées de sorte que nous introduisions ces dossiers-là, là où il faut, pour avoir une amélioration. Né en 2002, le syndicat national des professionnels de l'action culturelle de Côte d'Ivoire lutte pour la promotion des agents du ministère de la Culture et de la Francophonie. L'initiative ivoirienne pour l'évaluation a organisé dans la commune de Cocody-en-Gré un after-work sous le thème « Employabilité et formation dans les politiques publiques ». Cette rencontre visait à offrir un cadre d'échange et d'orientation aux évaluateurs émergents en termes de formation, de renforcement de capacités et d'opportunités professionnelles. Le récit de Amiko Robara. Dans une ambiance conviviale, les jeunes évaluateurs émergents ont bénéficié des interventions de panélistes issus de diverses structures comme l'Agence Emploi Jeunes et le Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire. Des sous-thèmes majeurs ont été abordés, notamment l'intelligence artificielle, les formations et stages, ainsi que le renforcement des capacités, des axes essentiels pour ces jeunes évaluateurs émergents. Au travers, n'est-ce pas, de cette rencontre, la thématique, l'employabilité, et également aussi les formations, c'est permettre aux évaluateurs émergents, dont la plupart sont diplômés ou également disposent de certificats ou bien de diplômes en évaluation, de pouvoir avoir un cadre d'échange avec, n'est-ce pas, les recruteurs ou bien même les agences nationales pour pouvoir les orienter dans la quête, n'est-ce pas, de l'emploi et contribuer à leur manière aussi à pouvoir avoir des opportunités, n'est-ce pas, de travail. Des échanges interactifs ont permis aux participants d'exprimer leurs attentes et de recevoir des orientations stratégiques pour une meilleure insertion professionnelle. Ils ont salué cette initiative qui vise à apporter un éclairage sur les défis et opportunités du métier. Nous sommes venus donc saluer l'initiative parce qu'elle met en avant certains points de la formation à travers les questions de suivi, d'évaluation, non seulement des politiques publiques mais également des programmes, mais également vient mettre les jeunes au centre de l'action dans la mesure où cette formation est censée découler sur des pistes de propositions qui elles-mêmes permettront donc de faire un plaidoyer auprès de toutes les parties prenantes engagées dans les questions d'employabilité afin de découler sur plusieurs niches d'opportunités au profit des jeunes de Côte d'Ivoire. Cela nous va droit au cœur. Et j'avoue que j'ai été édifiée quand même par la qualité des panélistes et des thèmes qu'ils ont eu à développer. En initiant cet after-work, l'initiative ivoirienne pour l'évaluation guide ces jeunes évaluateurs émergents dont le rôle demeure la promotion de la professionnalisation de l'évaluation. Ces acteurs, âgés de 32 ans maximum, jouent un rôle non négligeable dans l'amélioration des politiques publiques et le développement harmonieux de leur communauté. Direction Boaké pour ouvrir une page sur le club service. Les Lions des régions 31, 33 et 35 étaient récemment à Boaké où ils ont tenu leur séminaire de région sous le thème central « L'approche globale effective, un instrument pour atteindre la mission 1.5 ». Les Lions et leurs petits amis ont abordé les voies et moyens pour accroître leur effectif. Un défi difficile mais possible si les officiels des clubs et leurs amis recrutent, forment et initient des œuvres. Après l'hymne Lion et Léo, place aux assises de Boaké. Sous les regards du représentant du préfet de région, premier vice-gouverneur Michel Bois, de l'IPDG Daniel Sampa, des présidentes et présidents de région et autres officiels, Jean-Yves Bini, président de zone 334 du LCI, a donné la symbolique de la rencontre. Il s'agit de la mission 1.5, soit la mise en œuvre d'une stratégie de développement de l'effectif. Le séminaire des régions 31, 33 et 35 du district 403 A2 se tiendra cette année
et permettra de réfléchir sur des sujets d'intérêt stratégique pour le développement du lyonisme au niveau local et international. Tu fais de toi désormais, au-delà de ta fonction officielle, ce que tu es, un ami de long. Je viens de la entière, considère-toi comme ta famille et que tu sois présent partout en donnant l'exemple. D'ici le 1er juillet 2027, les Lions du monde doivent atteindre l'effectif de 1 500 000 membres afin de servir 1 milliard de personnes à travers le monde. Un challenge pour lequel Fabricio Oliveira, président international du Lions Club, a mis en mission tous les officiels. C'est pourquoi l'IPDG Daniel Sampa s'est adressé aux Lions de Côte d'Ivoire quant à la mise en œuvre de cette stratégie de développement de l'effectif. Mais en même temps que nous allons réfléchir, en même temps, il faut savoir que pour notre association, il n'y a qu'une seule réalité actuellement, c'est mission 1.5. Nous sommes tous en mission pour l'accroissement de nos effectifs, et ça, nous sommes en mission, comme des soldats. Quand on envoie un soldat en mission, il ne réfléchit pas, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est la mission. Plusieurs activités ont meublé cette rencontre de régions, notamment des formations à l'endroit des Lions. Les Léos, quant à eux, ont eu droit à des communications et des séances de mentoring et de coaching. Comme à l'accoutumée, les Lions, après les séances de formation, se sont rendus à l'EPP Belleville 2 pour un don de vivres, au PMI pour le dépistage du diabète et ensuite au lycée classique de Boaké pour un planting d'arbres. Nous sommes donc retrouvés ce matin pour faire un dépistage du diabète. L'occasion de dire merci à la population car la mobilisation était exceptionnelle. Des assises de Boaké, les Lions ont renouvelé leur acceptation pour la mission 1.5 et se sont engagés à travailler pour cet objectif. Rendons-nous à Yamoussoukro pour parler de la gestion du foncier et de l'immobilier qui joue un rôle indispensable dans la réalisation d'un développement urbain durable. Conscient de ce rôle, le cabinet Arlette Foncier a organisé un atelier de renforcement des capacités visant à équiper les acteurs de ce secteur de compétences essentielles. L'événement s'est tenu dans la capitale politique avec la participation de plusieurs responsables du secteur de l'immobilier et du foncier. Charles Kouakou et Pierre Tebeu. Dans cet esprit de partage et d'apprentissage, le cabinet Arlette Foncier, spécialisé dans l'accompagnement des professionnels du milieu foncier et immobilier, a mis en place cet atelier pour permettre aux participants de s'approprier les compétences nécessaires pour mieux naviguer sur le marché. Le secteur de l'immobilier et du foncier représente un enjeu majeur pour la réalisation du développement urbain durable. Oui, les enjeux de cet atelier, ce séminaire de renforcement-là, c'est de permettre à nos acteurs du foncier et de l'immobilier de s'approprier les dispositions nouvelles en termes de réglementation sur l'aménagement foncier et de s'acquérir de nouvelles compétences en termes de digitalisation, de transformation digitale pour les entreprises immobilières, s'approprier les outils tels que les logiciels. Cet atelier est le bienvenu pour les participants qui trouvent cette initiative louable dans leur domaine d'activité. Oui, vous savez que présentement, il y a des réformes qui sont en cours. Il y a beaucoup de choses qui se racontent. Je pense qu'il faut avoir la bonne information. Et donc, il faut aller vraiment suivre une formation pour pouvoir mettre à jour par rapport aux tests. Et donc, pour pouvoir bien fonctionner, pour ne pas être à côté de la plaque. C'est une opportunité précieuse pour échanger des idées et des pratiques qui amélioreront leur travail au quotidien. Normalement, ici, les gens font de lotissement pour juste se faire de l'argent. Et ici, ce n'est pas question de lotissement, mais c'est question de rentrer dans le développement de nos villes, le développement du pays. Cette belle initiative ne s'arrête pas là. Elle se poursuivra dans d'autres localités de la Côte d'Ivoire, apportant ainsi une nouvelle ère dans le secteur de l'immobilier. Parlons culture à Aboisseau.
Célébration du premier anniversaire de l'investiture de Nana Messou Adjobia Kony Ier, roi des Soyers, un événement marqué par des prières interreligieuses et un message fort de paix et de cohésion sociale. Retour sur cette journée à Nungoa, capitale du royaume, avec notre reporter Emmanuel Kakou. Nungoa, capitale du royaume Soye, a accueilli les festivités marquant le premier anniversaire de l'investiture de Nana Messou Adjobia Kony Ier, roi des Agnis Soye. L'événement s'est déroulé dans une ambiance empreinte de ferveur spirituelle et de communion. D'un côté, la communauté musulmane s'est rassemblée pour prier et implorer les bénédictions divines sur le roi. De l'autre, la communauté chrétienne s'est unie dans une prière fervente en faveur de la longévité et de la sagesse du souverain. Le roi a pris part à une messe d'action de grâce célébrée par le curé de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Noé. Ces moments de recueillement et de louange témoignent de l'harmonie interreligieuse qui caractérise le royaume. Tout ce qu'on fait là, on fait ensemble. Il n'y a pas de différence, les Adjoula ou bien les Agnis. Pour le porte-canne en chef du roi, les festivités sont une réussite. Elles mettent en lumière la volonté de Nana Messou Adjobia Kony Ier de renforcer l'unité entre les populations autochtones et allochtones. Cette communion, les Soyers la vivent également avec leurs frères du Ghana. Le royaume Soye s'étend sur plusieurs villages répartis de part et d'autre du fleuve Tanoé, incluant 3 localités situées en territoire ghanéen et 11 en territoire ivoirien. Un bel exemple de cohabitation pacifique. Nous vivons en parfaite harmonie. Aujourd'hui, ce que nous constatons et ce que nous faisons, au point de vue administration, ceux qui sont du côté Ghana, ils sont avec le Ghana. Et côté Côte d'Ivoire, nous sommes avec la Côte d'Ivoire. Mais coutumièrement, aujourd'hui, là, si vous avez constaté, tout le monde, tous les villages, les chefs de village sont réunis. Ceux du Ghana et ceux de la Côte d'Ivoire. Avec ce premier anniversaire de son investiture, Nana Messou Adjobia Kony Ier inscrit son règne sous le signe de la paix, de la cohésion sociale et du respect des diversités. À Bondiali, professeur Mariatou Kone, député maire, était à Diogo, dans le Zona, pour remercier ses parents pour le soutien à son endroit, mais aussi lancer des projets de consolidation de la cohésion sociale, la paix et le vivre ensemble. Elle a fait des dons aux femmes, aux jeunes et aux élèves. Le récit de Daouda Ouattara. Un accueil chaleureux avec une mobilisation exceptionnelle des fils et cadres de Djoko dans les cantons Zona, région de la Bagoué. C'est ainsi que ces populations témoignent leur attachement et amour incommensurable à leur député, professeur Mariatou Kone. Elle est venue remercier ses parents de Djoko qui ont cru en elle et porté leur voix à 98,98% lors des élections législatives du 6 mars 2021, montrant ainsi tout l'intérêt de Djoko pour sa personne. La présence de Mariatou Kone à Djoko traduit bien et belle la volonté du gouvernement ivoirien à lutter contre le changement climatique pour la protection et la préservation de l'environnement, d'où la remise de ces foyers améliorés. Un projet qui vise à réduire la déforestation, la protection, la santé des enfants, les femmes dans les zones de cuisson et améliorer l'accès et le maintien des jeunes filles à l'école. Elle a donc décidé en tant que députée de la circonscription à titre personnel d'offrir un foyer polyvalent à Djoko avant d'annoncer des projets de développement prévus par le gouvernement ivoirien. Donc Djoko aura des foyers ou des fourneaux améliorés pour les femmes. Djoko aura un foyer polyvalent pour les jeunes et toute la population. Djoko aura un collège de proximité pour les élèves. Et Djoko aura, comme vous le voyez, des kits scolaires pour tous les élèves ici présents. C'est un chemin aux multiples possibilités que nous devons emprunter pour nous engager dans la voie du développement durable, un développement inclusif et participatif dans la perspective d'un mieux-être partagé. Sur ce chemin, Djoko et la sous-préfecture de Bondiali sont sur la bonne cadence. Cette sympathique cérémonie s'est soldée par la pose de la première pierre du foyer des jeunes, suivi du démarrage des travaux. Ce reportage met un terme à ce temps d'information sur Business 24 Africa. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur la télé utile.